On va maintenant passer au point de vue des collectivités. Et on va aller en voir deux. Une, on est à Strasbourg, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Marion Villain, qui est adjointe au responsable du département éclairage public, et Adine Hector, qui est responsable du département écologie urbaine. Entre équilibre et arbitrage, comment la ville de Strasbourg travaille l'éclairage et la biodiversité en ville. Mesdames, vous avez la parole. Bonjour, donc on va vous présenter un peu le premier retour pour la ville de Strasbourg, donc avec nos expériences et aussi un peu nos difficultés pour partager tout ça avec vous. Donc on le fera en trois parties, donc une partie où on abordera la question de la trame nocturne, une deuxième où on s'intéressera aux premières actions que la ville a pu réaliser, et une troisième qui s'intéressera aux bénéfices pour l'environnement et aux manières ou à la manière dont on peut le mesurer. Voilà, donc ça c'est le classique. Donc éclairage et biodiversité, quel enjeu? Donc l'éclairage, bien sûr, ça répond à des besoins de sécurité, ça permet à la vie urbaine et périurbaine de se maintenir une fois la nuit tombée. Donc une vie économique, sociale, etc. Ça permet aussi aux villes de mettre en valeur leur patrimoine. Donc effectivement, on peut dire que c'est malgré tout nécessaire à la vie des villes et des territoires. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis le XXe siècle, l'éclairage s'est largement répandu. Ça a suivi l'urbanisation, l'augmentation du niveau de vie, etc., etc. Et que jusqu'à il y a finalement assez peu de temps, on se préoccupait assez peu de l'impact que ça pouvait avoir sur l'environnement. Donc maintenant, on constate que la tendance commence à s'inverser et qu'on se préoccupe de cette question. Donc c'est ce qu'on va voir pour Strasbourg. Donc ça a été déjà présenté un peu par nos intervenants précédents. On a effectivement un impact on a une érosion massive de la biodiversité. Il y en a qui parlent de la 6e extinction des espèces, avec vraiment une érosion marquée des effectifs. Et ce qu'il faut mettre en parallèle, c'est qu'on a aussi beaucoup d'espèces nocturnes qui vivent la nuit, souvent insoupçonnées, parce qu'en fait, quand elles vivent la nuit, on les voit pas. Et donc cette érosion de la biodiversité, elle a autant aussi d'impact sur ces espèces nocturnes non visibles, des espèces d'insectes, notamment avec des taux de disparition qui sont quand même assez alarmants. La question de la pollution lumineuse est un des facteurs qui aujourd'hui, et comme ça a été démontré, fortement documenté. C'est de loin, bien sûr, pas le seul. L'ensemble de la destruction des habitats, de la fragmentation, les questions de pollution, il y a bien d'autres, de très nombreuses causes d'impact sur la biodiversité. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'impact de la pollution lumineuse et de voir comment est-ce qu'on arrive à l'évaluer, et notamment l'impact de la lumière artificielle. Voilà, donc un outil, vous le connaissez déjà, donc c'est la trame nocturne qu'on appelle aussi trame étoilée ou trame noire. Donc ça apparaît il y a une dizaine d'années, voire un peu plus maintenant en France. Donc en fait, il s'agit un peu à l'image des trames vertes et bleues qu'on commence aussi à bien connaître, de limiter la dégradation et la fragmentation des habitats due à l'éclairage artificiel et de préserver un réseau écologique propice à la biodiversité nocturne et qui soit suffisamment grand pour permettre à celle-ci de se développer. Voilà, donc pour la méthodologie, finalement, on a suivi une méthodologie inspirée ou même suivie du Muséum national d'histoire naturelle et donc de Romain Sordello. Donc on s'est basé sur la méthodologie en 4 étapes. Donc d'abord l'identification des corridors et des réservoirs de biodiversité. Dans un second temps, l'identification de nos points et zones de conflit. Dans un troisième temps, la définition de notre plan d'action. On est encore à cette étape-ci. Et donc, dans un quatrième temps, on aura la mise en œuvre et le suivi. Donc pour la première étape, sur l'identification des corridors et réservoirs de biodiversité, on a la chance à l'échelle de l'Eurométropole d'avoir une identification de la trame verte et bleue à l'échelle du territoire. Donc vous la voyez ici à l'écran, avec l'identification de réservoirs de biodiversité. Ce sont plutôt les aplats verts ou de couleurs que vous identifiez.
Ce qu'on remarque, c'est que voilà, on est plutôt sur des réservoirs de biodiversité qu'on va trouver aux périphéries de la ville-centre, avec une ville-centre qui va être beaucoup plus voilà, grise, minérale, artificielle. Et entre ces réservoirs de biodiversité sont représentés sous forme de flèches les corridors écologiques, qui sont donc les espaces qui permettent de relier deux réservoirs entre eux et qui permettent à des espèces de se déplacer donc d'un réservoir à l'autre. Si on parle du territoire plus particulièrement strasbourgeois de la ville de Strasbourg, on a deux réservoirs de biodiversité principaux. On n'a pas de laser, hein. Donc on a deux réservoirs de forestiers principaux. Ce sont les deux que vous voyez le plus à droite. Donc sur le, on va dire au nord-est du territoire, on a une grande bande verte. C'est une forêt qui est classée en réserve naturelle nationale. Et on a l'équivalent, la forêt du Neuhof, qui est le polygone un peu en U sur la partie sud. Donc deux grands réservoirs de forêt avec une biodiversité assez exceptionnelle. Le réseau de corridors, lui, repose principalement sur le réseau hydrographique. Pour appliquer la méthode, ce qu'on a donc fait, comme on bénéficiait d'une carte de la trame verte et bleue du territoire, on l'a superposé avec le réseau d'éclairage public de la collectivité. Donc ce sont les traits que vous voyez en rouge. Le premier constat assez rapide a été que finalement, au sein de nos réservoirs de biodiversité, nous avons assez peu d'espace éclairé en termes d'éclairage public. On a un certain nombre de corridors, les traits verts dans la partie centrale, effectivement, qui là, notamment au niveau de nos berges, qui sont plus concernés. Je ne sais plus si on zoome après. Pas tout de suite. Donc, on va vous parler plus précisément après de la confrontation de ces données et de l'identification des quelques zones de conflit. Voilà, donc on a aussi réalisé une photo satellite nocturne. Donc on a eu la chance quelque part qu'elle soit prise en plein confinement. Donc c'était en mars 2020 à 22 h. Donc par contre la petite difficulté entre guillemets, c'est qu'on ne peut pas choisir précisément l'heure à laquelle on va prendre la photo. Donc 22 h, c'est un peu à la limite entre le début de nos abaissements, entre le régime classique et les abaissements. Donc ça c'est la première difficulté. Sinon, donc voilà, elle fait 12 tuiles. Ça a été recalé par ICUBE-Certide, donc c'est un laboratoire qui est basé à Strasbourg. Et ça nous permet déjà visuellement de bien se rendre compte de la pollution lumineuse sur Strasbourg. Et aussi, on a de la chance, il y a une grande partie de l'Eurométropole qui est intégrée dedans. Bon, pas complètement, parce que l'éclairage est de compétence communale, donc la commande, c'était bien sur Strasbourg. Et ce qu'on voit aussi, on va le voir sur la suite, c'est que ça permet vraiment aussi d'identifier les éclairages privés, à savoir par exemple sur la ville, on a par exemple les installations du port qui sont des éclairages privés. On s'est aussi rendu compte, là par exemple pour ceux qui connaissent Strasbourg, au niveau des mailles hexagonales à Haute-Pierre, on a l'hôpital qui apparaît en rouge et bleu. On a des installations portuaires, industrielles qui ressortent également fortement. Donc cette photo satellite nocturne, c'est aussi un outil pour identifier ces éclairages privés dont on ne connaît pas forcément sinon leur situation, leur importance, etc. etc. Donc à quoi elle nous a servi pour le moment cette photo nocturne? D'une part, à croiser l'image satellite avec la trame verte et bleue. Donc ça, finalement, c'est venu un peu confirmer le premier travail qu'on avait fait avec le patrimoine d'éclairage public, et donc en complétant avec cette partie privée. Et voilà, donc ça, c'est le deuxième point, ça nous a vraiment permis d'identifier les espaces privés. Et le troisième temps, ce serait, on a en projet avec le service géomatique, de vectoriser cette photo satellite nocturne pour pouvoir estimer des corrélations plus précises, avec cette difficulté que ce qu'on voit du ciel ne correspond pas forcément à ce qu'on voit au sol. Voilà. Voilà, donc ça, vous voyez un peu plus dans le détail la manière dont on a identifié nos points de conflit et nos zones de conflit. Donc finalement, on les a répertoriés d'une manière assez fine à travers notre base de données. Donc on a identifié tous nos points de conflit et nos zones de conflit. En identifiant les puissances, le nombre de points lumineux, le type de source que l'on a.
la temporalité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un abaissement, pas un abaissement, et on a appliqué aussi un niveau de gravité pour pouvoir arbitrer sur les sites sur lesquels on va intervenir en premier. Donc là, vous voyez peut-être de loin, il y a certains sites sur lesquels on est déjà intervenu. Voilà, il en reste encore pas mal sur lesquels on va intervenir par la suite. Voilà, donc sur le plan d'action, on a un plan d'action en plusieurs étapes. Donc il y a déjà la déclinaison sur le parc d'éclairage public. Donc ça, c'est la grosse étape. On va y revenir après. Ensuite, il y a l'inscription de la démarche dans les documents cadres. Donc ça, c'est quelque chose qui est encore en discussion chez nous. Finalement, on n'a pas vraiment traité cet aspect-là, par exemple. Mais la question, c'est notamment est-ce que l'intégration dans le plan local d'urbanisme intercommunal peut être intéressante ou pas, notamment finalement intégrer dans l'orientation d'aménagement tram verte et bleue une composante nocturne. Et l'autre question pour aller plus loin, mais là c'est vraiment anticiper peut-être les choses, ce serait est-ce qu'il y a intérêt à mettre quelque chose dans le règlement du PLU, ce qui est peut-être un peu discutable d'un point de vue juridique. Un autre point qui va être vraiment très important, c'est la communication. Donc communication vers les partenaires privés, parce qu'on voit qu'on n'a pas la main sur la totalité de la pollution lumineuse finalement. On a notamment identifié les bailleurs, les aménageurs, les grandes entreprises, les institutions, etc., sur lesquels on projette de réaliser des communications, peut-être en se basant sur des choses qui peuvent déjà exister dans d'autres cadres, comme le zéro phyto, qui ont déjà été mises en œuvre. On aura bien sûr la communication avec les habitants. Donc pour le moment, on sait pas encore, on n'a pas encore communiqué sur cette démarche auprès des habitants, mais on l'a déjà identifié comme quelque chose d'important à réaliser. Même si certaines communes nous disent de n'en parler à personne avant d'éteindre, par exemple, et de voir ce qui se passe. Voilà, mais on l'a quand même identifié comme quelque chose d'important. Et donc le dernier point, c'est l'évaluation. Et ça, on reviendra dessus dans la troisième partie. Et oui, donc la petite phrase à la fin, effectivement, donc l'éclairage public, il est communal sur Strasbourg, mais on va proposer aux communes volontaires de s'associer à cette démarche avec en tête l'idée que finalement une trame nocturne, ça prend tout son sens à une échelle métropolitaine et pas juste communale. Voilà, donc pour les premières actions de la déclinaison sur le parc d'éclairage de la ville de Strasbourg, elles sont finalement de 3 ordres. Donc soit on peut jouer sur la temporalité. Donc sur Strasbourg, on pratique l'abaissement en milieu de nuit sur toutes les nouvelles installations. Maintenant, on va jusqu'à moins 50% en milieu de nuit. Et on pratique l'extinction pour le moment sur les parcs de la ville de Strasbourg, sur les principaux parcs de la ville de Strasbourg, avec à l'étude des propositions des autres parcs de la ville et de certains espaces de nature. On joue aussi sur la répartition spatiale. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a vu avant. Il y a certains sites qui sont particulièrement sensibles. Donc là, il s'agira peut-être de proposer soit de ne pas éclairer ou d'éclairer différemment. Et on joue bien sûr sur la quantité et la qualité de la lumière émise. Donc ça, c'est évidemment l'absence de lumière émise vers le ciel. Donc on en a parlé précédemment. C'est la question des spectres d'émission des luminaires. Avoir plutôt des spectres réduits dans les longueurs d'onde qui impactent le moins la biodiversité. Jouer aussi sur l'intensité de la lumière et éventuellement sur la nature des revêtements du sol. Donc concrètement, sur Strasbourg, par exemple, on est à 3000 degrés Kelvin sur toute la ville, sauf dans les espaces de nature qui sont maintenant en 2200 Kelvin ou en 2400 Kelvin, dans le cadre de tous les nouveaux projets. Et donc on va même tester d'aller plus loin dans le cadre de la trame nocturne. Bon, bien sûr, tous nos luminaires ont eu l'heure à 0, mais ça, effectivement, c'est maintenant acquis pour tous les luminaires. Et on essaie vraiment d'éclairer au plus juste, c'est-à-dire quand il y a besoin, dans la limite des normes, etc. Voilà, donc avec trois points d'action, donc les points de conflit. L'ensemble de la ville, c'est-à-dire avoir une politique d'éclairement qui, sur l'ensemble de la ville, et pas uniquement sur les zones sensibles,
fait attention à la pollution lumineuse et à éclairer au plus juste. Et aussi dans les nouveaux aménagements. C'est vrai que des fois, on n'y pense peut-être pas forcément, mais selon les formes urbaines, on a plus ou moins d'espace à éclairer. Et de pouvoir se poser la question aussi, est-ce que tous les espaces publics sont à éclairer ou pas? Et peut-être d'être capable de dire que des fois, non, certains espaces publics peuvent rester pas éclairés. Voilà, donc là, c'est une des premières actions sur la ville de Strasbourg. Donc ça concerne la route de la Vente-Senot. Donc ici, on est dans la forêt de la Robertsau et de la Vente-Senot. Donc c'est au nord de Strasbourg, ce qu'Adine a montré avant. Donc là, on avait avant des luminaires sodium haute pression qu'on a remplacés par des LED en 2200 Kelvin avec des coupes arrière, ULEUR à zéro, des abaissements en milieu de nuit. On n'a pas retenu l'extinction parce qu'il y avait la présence d'un arrêt de bus et pas mal de circulation, donc la municipalité précédente n'avait pas souhaité qu'on retienne cette option. Et donc il y a des études naturalistes qui ont eu lieu avant la mise en place de ces éclairages et après. Et donc Adine vous présentera ensuite les résultats. Et ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement on a eu une nouvelle demande avec la nouvelle municipalité. Donc on va réétudier l'extinction. On a un rendez-vous sur site avec nos élus dans un mois, une fois que la nuit sera tombée, pour voir si on peut justement éteindre cet éclairage en milieu de nuit. Voilà, et un autre exemple d'action. Donc ça, c'est un peu une réflexion qu'on a en ce moment et ça peut faire écho à des remarques précédentes. Donc sur tous les espaces de nature, on est en 2200 ou en 2400 Kelvin maximum maintenant, mais on teste des températures de couleur inférieures. Donc on a testé du 1800 Kelvin notamment. Et on s'interroge finalement sur le spectre d'émission de ces LED qui reste à notre sens finalement assez large. Donc on se demande si c'est la bonne solution ou pas et si ça a vraiment un impact significatif sur la biodiversité. On s'est intéressé aux LED de couleur, donc aux LED de couleur ambre par exemple, qu'on n'a pas encore testé, mais qu'on va tester prochainement, avec cette difficulté qu'il y a encore des mauvaises performances énergétiques, potentiellement des difficultés d'approvisionnement, et aussi une incertitude sur le maintien du flux dans le temps. Voilà, donc on a encore quelques difficultés. Ouais. Donc ça, c'est pour les premiers retours d'expérience. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Strasbourg? Déjà que c'est un processus itératif, c'est-à-dire ce qu'on est capable de proposer maintenant, sûrement dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on pourra peut-être aller plus loin. C'est vrai que sur certaines communes plus petites, on peut proposer l'extinction, mais sur Strasbourg, c'est pas quelque chose qu'on peut proposer tout de suite, même au niveau des niveaux d'abaissement. On est encore assez prudent, mais voilà, c'est possible que dans 5 ans ou dans 10 ans, ce ne soit plus les mêmes discours. On constate aussi une prise de conscience qui est de plus en plus importante des citoyens sur ces sujets-là. Du coup, une acceptation qui est assez bonne des habitants sur ces systèmes d'abaissement, d'extinction des parcs, etc. Ils sont même en attente, finalement, on s'en rend compte par leur courriel, leur retour, etc. On a aussi identifié donc, la nécessité de communiquer pour associer les habitants et pour qu'ils acceptent ces nouvelles politiques d'éclairement. Et bien sûr, donc, il n'y a pas encore de solution idéale. Voilà, et donc parmi les principales difficultés, mais je pense que celles-ci, on les partage tous, c'est que le temps de la vie d'une métropole est pas forcément compatible, par exemple, avec des extinctions en milieu de nuit. La vie continue jusqu'à assez tard le soir et recommence tôt le matin, par exemple avec des tramways qui sont de nouveau là à partir de 4h30. On a aussi une possible contradiction entre l'encouragement des déplacements doux et notamment la nécessité d'éclairer les pistes cyclables vs les projets d'extinction, sachant que les pistes sont souvent sur des corridors écologiques le long de canaux, etc. Mais ça, Dany vous en parlera, je crois, après. On a aussi les questions de la ville inclusive. Donc sur Strasbourg, on a notamment un groupe Jean Réville qui s'intéresse à ce type de questions, aux questions du sentiment de sécurité, vs les niveaux d'éclairement qu'on pourrait vouloir pour la trame nocturne. Donc là, on peut dire qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte
que l'intensité de l'éclairement, notamment la qualité de l'éclairement, l'uniformité, etc. Et aussi peut-être que le sentiment de sécurité n'est pas uniquement relié à l'éclairage, même si c'est vrai que c'est plus ou moins un paramètre qui est assez facile à intégrer, mais le sentiment de sécurité, il peut dépendre aussi du contrôle social, entre guillemets, possible du site, de la fréquentation du site, de la lisibilité aussi du cheminement. On a comme retour que quand le cheminement est facilement lisible, on a l'esprit plus libre, entre guillemets. Ça dépend aussi du mode de déplacement qu'on utilise. Finalement, quand on est en voiture, on se préoccupe assez peu qu'il y ait de la lumière, pas de lumière. Quand on est en vélo, on ressent aussi moins finalement ce sentiment de sécurité ou d'insécurité. Et quand on est à pied, c'est là où on le ressent le plus. Voilà, et ça dépend aussi de l'expérience personnelle de chacun finalement. Voilà, donc autre difficulté, la contradiction finalement entre des températures de couleur plus chaudes et la recherche d'économie d'énergie. Donc notamment, c'est vrai qu'on s'est posé la question de généraliser le 2700 Kelvin à l'échelle de la ville, que pour le moment on ne l'a pas fait essentiellement pour des raisons énergétiques, mais qu'on reviendra peut-être dessus par la suite. Voilà, et on a aussi des difficultés à évaluer l'impact écologique. Et là, Adine va vous expliquer ce qu'on a commencé à faire sur Strasbourg. Donc on a essayé, on avait vraiment dans le souhait de mettre en place une trame nocturne et de démontrer que les actions qu'on met en place, elles ont un intérêt et qu'elles favorisent la biodiversité sur le territoire. Donc je vous le disais, on avait identifié 2 zones principales de conflit de routes traversant nos forêts classées en réserve naturelle nationale. Donc on a travaillé sur ces 2 sites. On a ciblé 2 groupes d'espèces prioritaires. Les hétérocères, ce sont les papillons nocturnes, et les chiroptères, les chauves-souris. Et on a donc lancé une saison d'inventaire sur la saison 2020, du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Donc les résultats que je vous présente sont vraiment tout frais et viennent de nous être restitués. Donc déjà sur les premières espèces, donc les hétérocères, les papillons nocturnes, est-ce qu'on a observé des différences ou qu'est-ce qu'on a observé en fait sur les sites? Donc vous le voyez au milieu, vous avez le piège à LED qui a été disposé. On a disposé un piège au niveau de la route et après des pièges en s'enfonçant dans la forêt, donc dans des zones plus sombres. Et on a regardé et inventorié donc les papillons recueillis dans ce piège qui ont tous été relâchés à la suite de la manipulation. Et déjà, le premier constat, c'est qu'on observe une différence entre nos 2 sites. Alors, on a plus de 40% d'espèces communes, quasiment une centaine d'espèces. On est sur des habitats qui se ressemblent, forestiers humides. Mais on a quand même une individualité, à peu près une quarantaine d'espèces qui sont propres à l'un ou à l'autre des sites, notamment parce qu'on a un peu des différences, une forêt plus humide sur la forêt de la Robertso et certains peuplements forestiers plus spécifiques dans la partie sud. Donc, on voit qu'on a déjà une individualité en fonction du site. Quand on regarde les effets, donc vous voyez sur les 2 photos en haut à gauche, donc les différents pièges que l'on a disposés de la route vers l'intérieur de la forêt. On est allé à peu près jusqu'à 150-200 mètres dans la forêt. Dans l'histogramme, le site P1, c'est le site à proximité de la route, le plus éclairé. Le site gris, donc c'est le site, on va dire, un peu dans l'ombre. Et le 3e site, on est plutôt à 150-200 mètres. Donc là, dans un sentiment, en tout cas, d'espace très sombre. Et là, ce qu'on remarque, c'est le nombre d'espèces. Et on a exactement le même graphique pour le nombre d'individus. On remarque quand même une tendance où, quand on s'éloigne de la route et de l'espace lumineux, on a une impression qu'on a plus d'espèces et plus d'individus et plus d'espèces différentes identifiées. Cependant, quand on fait des analyses statistiques sur les résultats obtenus, en fait, aucun effet direct n'est démontré entre l'effet du site, la saisonnalité et autres. Donc là, malheureusement, on a du mal à démontrer que la lumière, en fait, a un impact sur ces espèces de papillons. On a fait la même chose sur les chauves-souris. Voilà, on a fait la même chose sur les chauves-souris, donc un peu sur le même principe. On a testé, donc là c'est avec des enregistreurs et des détecteurs à chauves-souris, les chauves-souris contactées au niveau de la route et des chauves-souris contactées en s'enfonçant dans la forêt, en prenant en plus un site témoin qui là des fois était jusqu'à 500 mètres de la route en lieu beaucoup plus sombre. Et là par contre on semble observer une corrélation entre le nombre d'espèces
et également le nombre de contacts, donc d'individus repérés entre les sites en fonction de l'éclairement des sites. Donc quand on est dans les sites éclairés, ce sont les sites en jaune, on voit qu'on a un nombre d'espèces différentes et on a exactement le même graphique avec le nombre d'individus et d'espèces moindre. Et quand on va finalement vers les sites sombres ou le site témoin qui est encore plus loin dans la forêt, on voit qu'on a un nombre d'espèces qui est plus conséquent. Donc là, on a l'impression de pouvoir quand même démontrer que l'éclairage, effectivement, peut avoir un impact négatif. Et donc, il sera très intéressant de refaire ce test une fois les éclairages modifiés et de voir si finalement on arrive à avoir une différence. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'on n'a pas du tout le même impact en fonction des espèces et que par exemple des espèces comme les pipistrelles sont des espèces qui sont assez communes sur le territoire, qu'on trouve même en milieu urbain dense et elles sont présentes partout. Là où par contre les murins et les oreillards, on les a trouvés en forêt, ils sont présents largement dans nos réserves naturelles, mais par contre ils ont été très très peu contactés au niveau de la route, donc on voit que ces espèces-là sont beaucoup plus sensibles à l'éclairement des sites de la route. Je vous remercie.